Alors, bonjour tout le monde. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec une belle surprise. On n'avait pas avisé à l'avance. On voulait se garder une petite gêne, mais on a une entrevue extraordinaire aujourd'hui avec quelqu'un qu'on aime beaucoup chez Emerald, Monsieur Piero San Giorgio. Plusieurs connaissaient Piero, plusieurs autres ne le connaissent pas non plus. Et ça me fait plaisir de vous le présenter aujourd'hui avec en plus mon acolyte analyste chez Emerald, Monsieur Éric Mermot. Salut Éric, comment vas-tu? Salut à tous, salut Pierrot. Magnifique. Donc, Pierrot, hein, qui a écrit un bouquin, Comment survivre à l'effondrement économique. Tu me donneras le terme exact, Pierrot, en 2011, best-seller, le livre qui est traduit dans plusieurs langues à travers le monde. Et aujourd'hui, on va avoir une conversation avec lui. Salut Pierrot, comment ça va? Salut Martin, ça va très bien. Salut tout le monde. Pierrot, d'abord, donc, je veux pas brûler un scoop ou quoi que ce soit. Je sais que tu m'as dit que tout était confortable à ce niveau-là. Tu es en train d'écrire, en fait, tu planches sur 5 bouquins différents en ce moment, mais celui aussi qui est un terme qui est vraiment là au goût du jour, on parle de la peur. Et la peur est partout, les médias font un putain de bon boulot à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré actuellement à vouloir écrire un bouquin spécifiquement sur la peur? Alors en fait, c'est vrai qu'il y a maintenant 7 ans, en 2011, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, où je théorise en fait la convergence de catastrophes très, très lourdes qui sont, en tout cas, que vu la croissance de la population mondiale, on est passé en 2 siècles de 1 milliard à 7 milliards et demi d'individus. La consommation donc de ces personnes et des économies qui les font vivre est extrêmement gourmande en énergie surtout, mais aussi en matières premières, qui se raréfient très vite. Les dommages de cette consommation sur l'écologie, sur les écosystèmes sont très lourds. On a également une idéologie de la croissance infinie dans un monde qui, par définition, est fermé, est fini. Et un financement de cette croissance qui est aujourd'hui artificielle par la dette, avec tous les problèmes financiers que vous traitez, que tu connais bien, et qui amène donc cette convergence dans les années 2020, à mon avis, à des niveaux de risque extrêmement élevés de collapse, d'effondrement, c'est-à-dire pas seulement d'un crash boursier, mais vraiment d'effondrement très très lourd de systèmes économiques, sociaux, logistiques très très importants. Donc, j'ai suivi ce livre avec un deuxième qui est sur la problématique des gens qui vivent en ville, sur la fragilité des systèmes de la ville. Puis j'ai écrit un livre sur les femmes. Et sur la fragilité des femmes ou bien sur la fragilité, non, oui, sur le risque. Les femmes qui ont obtenu beaucoup de liberté et beaucoup de puissance économique au cours du dernier siècle se retrouvent en réalité très fragiles le jour où cette économie s'effondre. Et donc, j'essaie de les alerter sur la réalité de peut-être d'éviter ces guerres de sexe et d'essayer d'éviter de soutenir, par exemple, ces vagues migratoires qui sont composées de gens qui ne sont pas exactement des féministes et qui ne sont pas porteurs de culture extrêmement tolérante, surtout vis-à-vis des femmes. Et que donc, il serait intéressant qu'elles se préparent, qu'elles s'intéressent un petit peu à cet effondrement et pas seulement au shopping ou à leur carrière souvent un peu bidon. Il faut le dire. Ensuite, j'ai terminé avec un livre sur, et c'est là où ça a commencé l'aspect avec la peur, c'est que, en fait, beaucoup de mes lecteurs, j'ai eu la chance de vendre presque 200 000 livres en plusieurs langues, bon, bien sûr en français, mais aussi mes livres sont disponibles en anglais, en russe, en italien, en arabe, bientôt en polonais, en plein de langues. Et mes lecteurs me disent waouh, tes livres, ils font peur. Et moi, je leur dis non, moi, j'essaie de vous apprendre à vous préparer à faire un hedge, finalement, de votre stratégie de vie au cas où cette convergence de catastrophes, elle provoque quelque chose de très grave pour vous. Et donc, ça peut être intéressant de ne pas tout miser dans l'investissement, dans votre carnet votre banque postale ou votre carnet d'épargne, ou simplement dans l'immobilier ou dans la bourse. Il faut savoir aussi faire un hedge, c'est-à-dire développer des compétences alternatives, développer des systèmes, on va dire, de survie, entre guillemets, c'est-à-dire, pour moi, en fait, c'est des systèmes de vie, mais c'est des systèmes de vie en dehors et détachés et
autonome et autosuffisant, donc avoir le plus d'indépendance et d'autonomie dans ces nouveaux systèmes de vie. Et les gens me disent, oui, mais quand même, ça fait peur. Et puis, j'ai fait un 4e livre qui parle des risques aujourd'hui de problèmes liés au nucléaire, au radiologique, au biologique et au chimique. Donc, on parle d'Ebola, on parle de centrales nucléaires, etc. Donc là, alors, les gens, ils ont vraiment, vraiment eu peur. Parce qu'ils te disent, mais alors, parce qu'en fait, autant le jour où il y a une guerre nucléaire, bon, j'ai essayé au contraire de montrer que c'est pas si grave que ça, une guerre nucléaire, en réalité. Enfin, c'est très grave, mais dans le niveau de très grave, on a tout à fait des chances de s'en sortir. Les radiations sont pas si violentes que ça dans le cadre d'une guerre nucléaire. En revanche, je leur montre que les accidents, notamment chimiques, surtout dans les villes, il y en a, les risques sont super élevés partout parce qu'on est entouré de transports, de produits chimiques, de cuves qui sont remplies de produits plastiques, solvants, toxines, et que les sites de type Seveso, qui est une terminologie qui donne les degrés de risque majeur en cas d'accident industriel, en fait, il y en a vraiment beaucoup dans toutes les villes, pratiquement dans tous les pays du monde. Et, et là, donc, les gens, ils ont dit, mais alors, ça fait vraiment flipper ce que tu nous dis. Et moi, vraiment, mon objectif depuis le tout début, c'est pas de faire peur aux gens, c'est au contraire de les préparer à un homme préparé en vaut 2, donc une femme préparée en vaut 3. Et donc, j'essaye de leur apprendre à pas stresser, à pas être… voilà, dans la préparation vient le calme, vient une sorte de sérénité. Et donc, je me suis dit, moi-même, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout paranoïaque et qui suis très calme et qui me prépare très sereinement. Et puis, j'ai aussi, avec les années, avant, j'étais dans le business international, j'ai aussi appris des techniques de management de moi-même, de gestion de ma vie quotidienne, etc., qui font que je suis quelqu'un de très calme et de très assez posé et assez philosophe sur ces choses-là. Et donc, je me suis dit, mais au fond, il faut que je parle de cela, donc de la peur. Alors, évidemment, je m'associe avec des thérapeutes et j'ai interviewé des spécialistes, ce que je fais dans tous mes livres, parce que je ne suis pas capable de parler de tous les aspects. Par exemple, je vais écrire par exemple, sur la mindfulness, sur la méditation, sur l'hypnose. Évidemment, je ne peux pas être, en plus de tout ce que je fais, un expert dans tous ces domaines, donc bien que j'en pratique. Et donc, j'ai interviewé des gens qui sont des experts en yoga. Alors ça, c'est dans la partie solution. Évidemment, là, je suis dans l'écriture du livre, donc c'est toujours un peu difficile de parler d'un livre qui est en chantier. Mais pour vous, je fais une exception. Et donc, je parle, par exemple, de qu'est-ce que ça veut dire la peur au niveau neurologique, qu'est-ce que ça veut dire au niveau physiologique, comment est-ce qu'on peut essayer de court-circuiter les effets et les causes de la peur, non pas pour l'éliminer, parce qu'en réalité, la peur est un cadeau de l'évolution et qui nous permet d'éviter de faire des conneries et d'éviter de répéter, de faire des conneries. Par exemple, de se faire manger par un gros chat à la base, parce que nous sommes à l'origine de la nourriture pour chat, hein, donc enfin, des très gros chats quand même. Mais enfin, donc la peur nous dit attention, attention, il y a quelque chose de pas bon là, il y a un serpent, il y a un chat, ou tu vas faire une connerie, ou cette personne, faut pas faire confiance. Et donc il faut écouter notre instinct. Simplement, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui n'est plus peuplé de gros chats et qui nous font peur de manière vitale, qui nous stressent, où c'est la vie ou la mort. En revanche, nous sommes dans un monde qui est rempli de petits stresseurs, mais permanents. Et c'est ce qu'on appelle le stress chronique, c'est-à-dire que nous sommes stressés du matin au soir, on se lève en retard, on doit ensuite prendre la voiture, on doit s'occuper des enfants, on est dans les embouteillages, on va au bureau, on se fait stresser dessus, on se fait gueuler par on a de la pression pour performer, pour fermer le quarter, pour fermer le mois, pour vendre, pour finir les résultats, on doit faire plus avec moins, on a la technologie qui peut nous mettre au chômage, tout le monde est stressé, donc tout le monde s'énerve. Les femmes sont en guerre avec les hommes sont en guerre entre eux, c'est le bordel et c'est stressant du matin au soir, toute l'année, et on va commencer à en mourir de plus en plus. Et on voit aujourd'hui que dans certaines classes sociales, l'espérance de vie qui a augmenté pendant un siècle constamment, aujourd'hui commence à stagner, voire dans certaines classes sociales baisse. Avec en plus une baisse qui n'est pas agréable. C'est pas simplement, à la limite, si on pouvait tous mourir d'une crise cardiaque vite fait, c'est vite fait. Le problème, c'est qu'on a aussi Alzheimer, des dégénérescences, des problèmes d'AVC qui nous paralysent. Enfin, ça devient d'une part très coûteux pour la société, mais aussi très désagréable à vivre. Et on a
en fait, du malheur. C'est l'inverse du bonheur. Notre société crée du malheur. Elle crée du malheur individuel, crée du malheur sociétal, etc. Et donc, comme on va dans un monde, à mon avis, qui va être de plus en plus difficile, il faut absolument que l'on apprenne tous à déstresser et à utiliser ces peurs pour les transformer et les utiliser comme un outil pour nous rendre plus performants, meilleurs et surtout plus clairvoyants pour voir les solutions et se dire « Ah mais non, peut-être qu'on va faire les choses différemment. » Parce qu'on est on est dans une situation de l'histoire de l'humanité où nous devons certes apprendre à réfléchir out of the box, je ne sais pas comment on dit en français, de réfléchir en dehors des sentiers battus, parce que si on continue à faire les choses comme on les fait aujourd'hui, que ce soit dans les investissements boursiers, c'est votre domaine, que ce soit dans le travail, dans le quotidien, moi j'ai toujours j'ai une phrase que j'aime dire et que j'aime enseigner à mes enfants, c'est de dire si tu fais les choses comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Et là aussi, si on finit à prendre un mode de vie où on est stressé du matin au soir comme tout le monde et qu'on a peur constamment, parce que le stress, c'est une forme de peur non, qui est peut-être pas explicite, mais qui est certainement intériorisée et comprise par le cerveau et le système nerveux comme étant quelque chose de dangereux, eh bien, on va se rendre malade et surtout, on va surtout pas trouver des solutions, déjà pour soi-même, mais encore pire, certainement pas pour la collectivité et la société. Il y avait tantôt, là, dans ce que tu disais, il y a quelque chose là, qui a soulevé vraiment une image dans mon esprit, parce que tu parlais premièrement donc de préparation. On est vu souvent, hein, parce que nous, chez Emeute, ça a toujours été la même chose. Hein. Souvent, les gens vont nous dire ça fait des années que vous prévoyez une crise, à tout le ça va arriver demain, demain, demain. Puis dans le fond, ça n'a jamais été notre objectif de vouloir dire il va y avoir une crise demain. C'est tout simplement de faire encore une fois une prise de conscience, à même titre que tu le fais avec tes abonnés, avec les gens qui te suivent, faire exactement la même chose. Le point ici, c'est que tu as parlé évidemment de préparation, tu as parlé évidemment de diversification aussi, hein, parce que tu parles de guerre économique potentielle, tu parles aussi de guerre nucléaire, d'aspects chimiques, de tout ce qui vient. Et on est vu comme des extrémistes, en fait, tout simplement parce qu'on a le courage d'exprimer exactement tout haut ce qu'on voit. Et ça, pour moi, hein, Pierrot, c'est le gros bon sens. C'est tout ce que c'est. Puis la peur, souvent, les gens, puis tu l'as vécu, j'imagine, même dans ton entourage à toi, quand on aborde ce type de sujet-là, les gens préfèrent carrément se refermer sur eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Et l'idée en arrière de ça, au contraire, c'est de ne pas avoir peur, c'est d'en être conscient en premier lieu et ensuite de voir quelles sont les alternatives qui se présentent à nous pour pouvoir évidemment nous préparer. Donc, tantôt, tu parlais de diversification. C'est le même contexte au niveau économique, donc dans le domaine dans lequel nous, on travaille. Et l'idée en arrière de ça, donc, c'est qu'on voit une énorme transformation qui est en train de se faire. Le populisme est en train de lever. Toi qui es italien d'origine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu vois de l'Italie? Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent en Europe. Quels sont les effets qu'on est en mesure de voir ou qui sont en train de se développer selon toi? Alors, il faut dire une chose d'abord, c'est que c'est vrai que les médias donnent une information sur l'Italie qui est assez biaisée et fausse, à mon avis, en tout cas vue de l'extérieur. En fait, pour remonter à la source du problème, il faut rappeler aux gens que lorsque, je ne sais plus quelle année, c'était en 2013 que Berlusconi s'était fait éjecter ou 2012 à vérifier, mais on avait un gouvernement plutôt de centre-droite hein, à l'époque, qui à un moment commençait à poser sur la question de est-ce que l'Italie va pouvoir rester longtemps avec l'euro, puisqu'il faut rappeler que l'Italie, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme la France, pendant des décennies après-guerre, avait eu beaucoup de succès économique en faisant régulièrement des dévaluations de leur monnaie. Et donc en permettant à une forte industrie liée à l'exportation de continuer à être en croissance, simplement en gardant une force concurrentielle, pas seulement sûre, mais en tout cas aussi grâce à une monnaie qui rendait les produits compétitifs.
Et l'euro rend ça beaucoup plus difficile puisque les économies puissantes comme l'Allemagne pèsent très lourd sur les décisions liées au poids de l'euro par rapport aux éventuelles monnaies des pays qui seraient clients des industries, en l'occurrence italiennes, qui sont essentiellement les États-Unis ou les économies asiatiques, par exemple. Et donc, Berlusconi avait un peu probablement mis sur la table la possibilité qu'il faudrait renégocier ces taux, etc. Bref, on l'a viré de manière non démocratique. Il y a eu des pressions de la part de l'Union européenne pour virer le président du Conseil, c'est-à-dire en fait l'équivalent du Premier ministre en Italie. Et ils ont nommé, donc il n'y a pas eu d'élection, ils ont nommé pendant 2 ans, je crois, un gouvernement de technocrates, absolument illégitime, qui a mis des mesures d'austérité très sévères sur l'Italie. Donc non seulement ils n'ont pas réglé le problème de l'économie et de l'exportation qui fait vivre un grand nombre de petites entreprises italiennes qui sont très, très orientées export, mais en plus, qui a fait de l'austérité, donc de moins en moins d'argent injecté dans l'économie, alors que simultanément, on se souvient, après 2008, la Banque centrale européenne, comme les autres banques centrales, injecte des quantités phénoménales d'argent dans le système bancaire et dans le système boursier. Les Italiens ne sont pas des grands porteurs de portefeuilles boursiers. Et donc, l'immense majorité de la population s'est retrouvée avec plus de chômage, avec du chômage des jeunes qui est de l'ordre de 45%, avec donc en fait les jeunes qui vivent chez leurs parents. Donc déjà que les enfants, ça peut être pénible. Alors si en plus les enfants ils ont 25 ans ou 30 ans et qu'ils habitent chez vous, ça doit être juste infernal. Enfin, moi j'imagine même pas. En plus, c'est des années perdues, c'est des années où ces jeunes ne se forment pas, ne travaillent pas, ne contribuent pas à l'économie, ne dépensent pas. Donc il y a eu un cercle vicieux qui s'est mis en place, très très lourd, et auquel on a ajouté, avec le gouvernement socialiste qui a suivi ce gouvernement, donc le gouvernement Renzi a suivi le gouvernement qu'il y avait, donc ce gouvernement technocratique, dont le nom du président du Conseil m'échappe tout d'un coup, mais qui a simplement, par promesse électorale, promis la prospérité, le redressement économique, etc., mais qui visiblement a dû quand même suivre les lois de Bruxelles et a dû obéir et a notamment dû accepter une politique de migration qui est une politique de toute l'Union européenne, qui fait transiter des millions d'Africains à travers l'Italie tous les ans. Chaque année, à peu près 1 million, 1,5 million d'Africains arrivaient en Italie. L'immense majorité ne restait pas, ils partent, ils vont à travers la péninsule et finissent en Allemagne, en France, en Angleterre et ailleurs. Mais en passant, ça cause toutes sortes de problèmes qu'on connaît bien. Et donc la population, non seulement a ajouté ce problème au problème économique qu'ils avaient en plus, mais en plus, on leur a demandé de payer parce qu'il a fallu, c'est l'armée, c'est le budget italien qui gère l'accueil de ces gens. Il faut la police, tout ça, ça amène des coûts supplémentaires. Et ce, malgré le fait que l'Italie n'est pas un pays très socialisant en réalité. Il y a très peu de C'est comme ça a toujours été un pays un peu pauvre. Il n'a jamais mis en place des systèmes sociaux généreux comme ceux du Canada, et qui sont ruineux aussi, qui sont généreux mais ruineux, comme ceux du Canada, par exemple, ou de la France, ou même dans une certaine mesure de l'Angleterre, par exemple, ou de l'Allemagne. Et donc, la population en a vraiment eu ras-le-bol. Et malgré les remaniements du gouvernement, là, il y a eu des élections, donc je crois que c'était en mars 2018, et 2 partis totalement outsiders, surtout le mouvement 5 étoiles, donc M5S, comme on l'appelle, Movimento 5 Stelle, et une coalition des partis, on va dire, de droite, mais aussi anciennement indépendantistes du Nord, qui ne sont plus indépendantistes, mais qui se sont regroupés avec des politiques beaucoup plus nationalistes, enfin des nationalistes civiques, c'est des gens très modérés en réalité, eh bien, ont pris chacun pratiquement 35% des voix. Donc, ils ont fait une coalition qui est totalement contre nature, parce que l'un des partis est plutôt basé au nord de l'Italie et plutôt centre-droit, et l'autre parti est plutôt représenté au centre et dans le sud, sauf la Sicile qui est comme le nord, c'est assez marrant, et qui lui est plutôt centre-gauche et surtout très écolo. D'ailleurs, j'avoue, j'ai voté pour eux.
et parce que l'aspect écologique était très intéressant. Ils souhaitent, par exemple en Italie, il y a eu des graves dommages environnementaux faits par les entreprises qui, en fait, font une corruption de l'État pour obtenir le droit de développer, par exemple, des hôtels sur des zones du littoral qui sont normalement protégées. Donc, c'est scandaleux et c'est inacceptable que l'État devienne l'outil de la destruction du patrimoine d'un pays. Bref, cette coalition est très raisonnable en réalité. Aujourd'hui, même beaucoup d'Italiens disent, mais en fait, nous sommes très contents de ce qui est fait, mais nous sommes en même temps insatisfaits parce qu'on voudrait beaucoup plus. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a un paradoxe de satisfaction, mais d'insatisfaction, mais pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils voudraient aller beaucoup plus loin, et parce qu'on parle des réformes. Alors évidemment, le ministre de l'Intérieur, Salvini, a fait des annonces très dures par rapport à l'immigration, mais qui sont bien en deçà de ce que voudrait faire la population. Et donc, en fait, il est presque un modéré par rapport à ce que voudrait faire la population. Et malgré ça, les médias, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays en Occident, l'ont accusé d'être fasciste, enfin, des choses absurdes. Il faut savoir qu'il a commencé en même temps, c'est pas si absurde que ça, mais il a commencé il a commencé à gauche, ce Salvini. Il a commencé dans l'aile un peu gauche à gauche de la Lega, donc qui est le parti qui est du Nord. Et alors on va me dire que les fascistes étaient de gauche, c'est vrai, mais enfin c'est pas du tout. Il a une approche très raisonnable et il a une popularité. Et le reste de cette coalition a une très forte popularité aujourd'hui. Mais les gens voudraient que ça aille encore plus loin. Donc le populisme, au fond, ce n'est pas quelque chose de négatif, si on veut. C'est simplement dire on va aller sur ce que veut le peuple qui compose la base électorale d'un pays. Ensuite, est-ce que le peuple veut des choses intelligentes ou pas? Ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir. Mais je pense que le principe même de la démocratie, si on accepte que c'est un bon modèle de représentation et de gestion d'une société, c'est qu'on doit être populiste, c'est-à-dire qu'on doit écouter ce que font les peuples et non pas se renfermer dans un élitisme souvent de façade, une démocratie de façade qui cache en fait un élitisme qui est en fait tyrannique, totalitaire et parfois dictatorial. Es-tu en train de parler de Tsipras en Grèce par hasard? Et bien d'autres endroits. Bien d'autres, effectivement. Écoute, de toute façon, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, les gens éveillés ont compris que la France, au départ, voulait pas faire partie. Les gens avaient voté pour ne pas faire partie de l'Union européenne et on leur a fait avaler la couleuvre quand même. Éric, de ton côté, on a vu un peu, est-ce que, selon toi, Éric, tout ça a débuté, parce que j'en ai discuté avec Pierrot là, avant ton arrivée, est-ce que tout ça a débuté avec Donald Trump aux États-Unis? En fait, je reviens un peu sur ce que dit Pierrot par rapport à ce à quoi ça me fait penser. En réalité, c'est probablement quelque chose qui a été initié dans les années 50 de par l'avènement en fait de la négation de la réalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le postmodernisme, qui est que les gens, en fait, pour pouvoir être élus à partir des années 50, ont commencé à distiller un discours qui était qu'on ne peut pas avoir une vision objective de la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les choses, on ne peut pas avoir de réalité. Tout est subjectif et tout est fonction de notre point de vue. Alors, quand on est dans cette logique-là, on arrive effectivement à ne plus pouvoir trouver un consensus avec les autres, et donc on ne peut plus dire, OK, voilà, cette nappe ou ce verre, il est plein. On n'arrive plus à se mettre d'accord sur des éléments. Donc, évidemment, la plupart des gens, en tout cas les gens qui se qualifieraient comme réalistes ou qui pensent qu'à un moment donné, la raison et la logique sont quelque chose d'important, eh bien, ils sont souvent confrontés à des personnes avec lesquelles ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et on est arrivé maintenant à un niveau de l'évolution de l'histoire où toutes les grosses structures étatiques, les grosses structures d'entreprises privées ont comme dirigeants des personnes qui sont, comme tu disais Pierrot, dans une espèce de tour d'ivoire, c'est-à-dire que la théorie prime sur entre guillemets, la pratique, c'est-à-dire sur la réalité. On ne fait plus de constats objectifs pour ensuite prendre des mesures de correction. On va dire, on crée quelque chose qui est agencé théoriquement de manière extrêmement pertinente, et puis après on va l'appliquer et obliger en fait la réalité à se conformer en fait à cette théorie.
Et ça, je pense que les gens, en fait, ils en ont quand même un peu marre Ouais. de ça. Ils se rendent compte, et je pense que c'est ça la cause, en fait, de ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire qu'on pourrait qualifier le populisme d'un mouvement, en fait, politique pour faire revenir la réalité, la logique et les faits, en fait, dans le débat. Il y a eu des mouvements millénaristes, notamment par exemple ceux de la ville de Münster en Allemagne. Il y a eu il y a ceux par exemple sectaires. Il y en a eu pas mal en Allemagne, il y en a eu pas mal en France, dans le sud de la France, qui sont partis sur des théories complètement délirantes et qui ont inventé une réalité qui ne correspondait pas aux faits et qui ont eu quand même des milliers, voire des dizaines de milliers de gens, souvent des gens pauvres, souvent démunis, qui les ont suivis. Et inévitablement et systématiquement, ils ont commencé à dire puisque c'est la fin et que nous sommes les élus, nous avons raison et que tous les autres ont tort, nous pouvons piller, saccager, nous permettre tous les excès. Et inévitablement, c'est parti dans des massacres et ça a fini dans un bain de sang, puisqu'au bout d'un moment, les autorités, les rois se sont dit on va arrêter avec ces conneries et envoyer l'armée qui a balayé et exterminé ces paysans qui se sont, entre guillemets, révoltés, qui ont suivi des illuminés. Donc, c'est déjà arrivé, alors, mais jamais à l'échelle d'un État. On pourrait prendre historiquement peut-être les derniers mois ou les dernières années, par exemple, de l'Allemagne nazie, où les dignitaires nazis vivaient dans un moment fou où ils imaginaient qu'ils allaient avoir bientôt des armes qui allaient révolutionner le cours de la guerre, mais qui en réalité imaginaient des armées inventées sur des cartes qui n'existaient déjà plus. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez spectaculaire le niveau de décalage entre ce qui se passe et la vie que vivent la plupart des gens dans les rues, en Amérique, en Europe, et l'idéologie chez des gens qui sont grassement payés, qui vivent très confortablement dans une approche élitiste et déconnectée. Et c'est bien de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à ça. Puis quand on parlait de diversification tantôt aussi, Pierrot, je voudrais, en terminant aussi, peut-être aborder un sujet que je trouve drôlement pertinent. C'est sûr que nous, chez Émeute, on cherche des alternatives plutôt au niveau comment protéger nos actifs économiques, beaucoup plus que de se préparer dans le principe de survivalisme, si tu veux, d'une certaine manière. Quoique survivalisme, on présente ça encore une fois dans les médias et partout comme étant très extrémiste, quand dans le fond, c'est tout simplement une logique et un gros bon sens. On prône souvent, puis je pense que les gens comprennent mal, puis ça peut être du fait de mon accent aussi, mais qu'il est il est important, Pierrot, d'avoir aussi un certain niveau d'aspect social dans notre préparation, d'avoir un côté émotionnel. Il faut avoir, évidemment, tous ces outils-là dans notre coffre à outils. Jusqu'à quel point, dans ta perception des choses, toi qui as quand même là, un bassin de connaissances important en préparation, jusqu'à quel point on a besoin justement d'avoir du capital émotionnel, d'avoir du capital social, alors que beaucoup de gens cherchent à préserver leurs actifs au niveau économique. Ils mettent énormément d'emphase à râler sur tellement de trucs. Je te dirais que c'est encore plus présent en Europe potentiellement que ça l'est en Amérique du Nord. Mais pendant ce temps-là, on perd un temps important à se préparer émotionnellement et se préparer aussi en communauté pour s'entraider. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, c'est très important de voir que chaque individu, chaque famille, chaque cellule, quelle que soit la taille dans une société, en fait, elle a des actifs et des passifs. Et notre travail, c'est à tous, même en tant qu'individu, c'est de lutter contre le passif, par exemple, de l'âge ou des erreurs, avec la maximisation, la préservation ou le développement de nos actifs qui peuvent être notre capital santé, notre capital émotionnel, notre calme, donc justement gérer les peurs, mais aussi travailler sur nos actifs financiers, mais aussi de sécurité physique, de sécurité qui touche tous les aspects de notre vie. Et c'est évident que l'aspect de la préservation de notre argent, de nos épargnes, de lui faire échapper, si c'est possible, non seulement les crises, mais aussi les catastrophes qui arrivent régulièrement. Je veux dire, les monnaies, par exemple, disparaissent régulièrement. Et c'est pas que tout d'un coup, l'État va venir en disant « Mais pauvres chéris, on vient d'enlever… » Je vous rappelle
le 1er janvier 1947, je crois, l'année zéro, où tous les marques, tout l'argent existant en Allemagne en une nuit a été simplement considéré non valide et une nouvelle monnaie a été redistribuée à tout le monde, aux entreprises en fonction du nombre d'employés et aux individus par famille, et c'est tout. Et donc, celui qui avait prévu le coup parce qu'il était prévoyant ou qu'il avait diversifié, alors à l'époque, il n'y avait pas de Bitcoin, mais il y avait de l'or, il y avait des pièces, il y avait des terrains, il y avait des actifs immobiliers, par exemple, productifs, et qui se déprécient peu ou pas, eh bien, celui-là a fait une bonne affaire. Celui qui avait tout mis son argent dans de l'épargne, bon, l'Allemagne 1947, c'était bien ravagé, mais enfin, lorsqu'il y a des crises, on voit l'Argentine, il y a encore un mois, ces derniers temps, avec des dévaluations de 20% du peso, etc. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on nous dira toujours, on en avait discuté la dernière fois, on dira oui, mais nous ne sommes pas en Argentine. Et pourtant, en Suisse, nous avons eu droit à notre dévaluation de 20% il y a le 15 janvier 2015. Voilà, il y a quelques années. Et donc, personne n'est à l'abri. Même l'immobilier, on peut imaginer qu'un État au hasard, je prends un pays au hasard, la France, devienne tellement socialiste qu'il devient confiscatoire et qu'il décide de taxer 10% par année la valeur des maisons et de s'approprier les domiciles et les maisons de ceux qui n'arrivent pas à payer et de forcer à la liquidation. Et donc, on peut imaginer des cas de figure, et encore, ça c'est très soft par rapport à ce qui s'est passé dans certains pays dans l'histoire. Donc, on peut très bien imaginer qu'il n'y a jamais d'actifs, il n'y a jamais d'investissement sans risque, et il n'y a jamais d'investissement sûr. Et c'est pour ça qu'on diversifie. C'est drôlement pertinent, Pierrot, puis merci encore une fois de ton temps. Tu sais que dans le courant des dernières années, donc de notre côté, parce qu'on se suit mutuellement, on a prôné énormément l'importance des matières précieuses, encore une fois, dans un contexte de diversification. Encore une fois, tout ce qui est les biens physiques, idéalement, de faire attention parce qu'à n'importe quel moment, on peut avoir une problématique sur les marchés. Et là arrivent les nouvelles technologies. Et bien entendu que nous, les premiers, on peut se faire accuser de mousser tout ce qui est la blockchain et ainsi de suite. J'aimerais avoir ton point de vue parce que je sais que tu t'es pas vraiment mouillé dans ce domaine-là. Pourtant, toi qui es un mec qui a travaillé chez Oracle, Oui. qui a énormément de compétences au niveau informatique et développement technologique, je pense qu'évidemment, par curiosité, tu as commencé à regarder justement comment fonctionne la blockchain, comment ça va changer évidemment toute la structure actuelle. Eric a fait ce constat-là déjà depuis plusieurs années. C'est lui d'ailleurs qui m'a amené vers ça parce que je ne m'y connaissais pas du tout. J'aimerais avoir chacun d'entre vous votre opinion justement sur le futur économique avec la blockchain. On peut commencer avec toi, Eric, en premier, puis avoir le point de vue justement là, avec l'idée de survivalisme et de préparation que Pierrot peut avoir, avec la venue des nouvelles technologies. Eric, qu'est-ce qui va changer par rapport à la blockchain qu'encore une fois, la grande majorité des gens n'ont pas compris? Donc oui, qu'est-ce que va amener en fait la blockchain ou plus généralement les systèmes en fait de paiement qui sont décentralisés et distribués, c'est qu'en fait ça va constituer une alternative aux moyens de paiement traditionnels. Alors quand je parle d'alternative, j'évoque en fait, je donne toujours cet exemple de tout ce qui est transfert de fichiers vidéo et de fichiers audio. On a eu pendant une certaine période, durant les années 90, durant les années 90, et même on va dire début 2010, c'était un mouvement en fait qui était très 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 fort. C'était le fait que les gens téléchargeaient en fait de la musique, par exemple, directement via des systèmes pair à pair, comme on appelait ça à l'époque. Par exemple, eMule, BitTorrent ou d'autres systèmes comme Kazaa, etc. Bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? On a eu un nouvel arrivant dans le marché, notamment si on prend l'exemple d'iTunes, qui sont arrivés avec une solution qui avait un rapport qualité-prix qui était très intéressant pour les gens, qui était que je vends un seul morceau et puis je le vends pas cher, mais l'interface, en fait, c'est très facile d'acheter le morceau, etc. Donc, on a eu un shift, en fait, un déplacement massif de cette clientèle qui téléchargeait de manière pirate des morceaux de musique en direction de la plateforme iTunes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si iTunes augmente chaque morceau et le met à 15 $ pièce? Il va y avoir un mouvement dans l'autre sens. Et donc, le fait qu'un système comme BitTorrent, qui actuellement constitue à peu près 3,5% du trafic Internet, ce qui est quand même beaucoup,
qu'un système alternatif existe, totalement décentralisé, etc., constitue en fait un contrôle social au fait que un intervenant comme iTunes, comme Apple, commence à déconner et puis que, par exemple, il y a on va dire un duopole ou un oligopole qui commence à monter les prix parce qu'ils s'arrangent entre eux. Et maintenant, ça va être la même chose avec le domaine de la crypto-devise. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours cette possibilité d'utiliser, par exemple, des devises numériques qui sont des devises de banque centrale, aucun problème. Mais vous aurez quand même l'alternative d'avoir ce que j'appelle moi des devises numériques, ou plutôt des monnaies digitales pures, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être contrôlées par une autorité, puisque typiquement le Bitcoin a été développé par on ne sait pas qui au départ, et qu'il n'y a pas de management, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de structure, personne ne dirige ce projet, c'est purement quelque chose d'organique, et les gens contribuent en fait au fur et à mesure à l'intérieur de ce système pour l'améliorer. Et il est entièrement distribué et décentralisé. Donc ça veut dire que si maintenant les banques centrales n'arrivent pas à trouver un moyen de créer des devises qui sont plus efficaces économiquement que par exemple le Bitcoin, eh bien il y aura toujours cette alternative. Alors maintenant, pour en arriver au survivaliste, la différence en fait entre une devise de banque centrale et puis par exemple une crypto-devise comme le Bitcoin, c'est que le Bitcoin va se rapprocher plus d'un actif qui n'a pas de risque de contrepartie, on appelle ça. C'est-à-dire qui n'est pas la promesse de quelqu'un d'autre. Si maintenant j'ai de l'or dans un coffre chez moi, je sais que je le contrôle. Si par contre j'achète de l'or à travers un fonds d'échange ou un fonds de placement auprès d'une banque, c'est la banque qui a le contrôle sur l'or. Bien, dans les crypto-devises, c'est la même chose. Vous avez des crypto-devises ou des crypto-monnaies qui sont en guillemets incontrôlables. Donc la personne, elle détient cette devise en ayant une clé numérique que seule elle connaît. Donc personne d'autre peut accéder à ces fonds, personne ne peut geler les fonds, personne ne peut saisir les fonds, aucune possibilité de contrôle de quiconque. Mais en même temps, on voit émerger actuellement d'autres crypto-devises qui, elles, peuvent être contrôlées par les systèmes qui les mettent en place. Donc, on a des alternatives. Et pour les personnes qui ont une vision, justement, on va dire, qui cherchent à se diversifier, eh bien, effectivement, il est tout à fait logique, en fait, d'avoir une partie de ces actifs en fonction de leur propriété dans des devises, comme tu disais avant, Pierrot, des devises fiat, donc des devises de banque centrale, qui sont, elles, contrôlées par la banque centrale, mais simultanément avoir, en fait, une protection, un hedge dans des actifs qui ne sont pas contrôlables, tels que crypto-devises comme Bitcoin ou par exemple des métaux ou d'autres choses. Voilà, donc en fait, c'est ça le point commun finalement entre la nouvelle technologie émergente et puis l'ancien monde, si on peut l'appeler comme ça. Et avec, Pierrot, de ton côté, avec justement la levée, que j'aime utiliser le mot populiste, avec la levée populiste qu'on est en train de voir, où les gens font un éveil, les gens commencent à voir les alternatives, commencent à en avoir ce que nous, on appelle ici chez nous une écœurantite aiguë. En fait, d'être contrôlé par l'élite, de voir la politique, de voir tous ces trucs-là. Est-ce que c'est pas justement une belle opportunité de pouvoir voir que les gens s'éveillent, que les gens, particulièrement dans des pays comme l'Argentine, le Brésil, l'Inde, où évidemment que là, on a des crises de devises qui s'installent en plus. Est-ce que tu vois dans ces technologies-là, selon ton expérience à toi, un potentiel de développement pour le futur? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se cache en arrière de ça? Alors, je t'avoue qu'au début, j'étais très sceptique sur ces technologies, car je me posais deux questions. La première, c'était, j'avais bien compris qu'elles étaient basées sur une puissance de calcul à la base. Il y avait un partage des ordinateurs, mais je ne voyais pas ça comme vraiment quelque chose de très tangible. Et je me posais la question sur c'est basé sur quoi? Alors depuis, j'ai appris bien sûr qu'il y a de plus en plus des monnaies électroniques comme ça qui sont basées sur des dépôts d'actifs en contrepartie qui peuvent être par exemple de l'argent. Et donc j'ai d'ailleurs investi un petit peu là-dedans. L'autre écueil que j'avais, c'était de me dire, mais si on va vers un effondrement du monde, enfin de l'économie globale ou d'un effondrement économique, est-ce que quelque chose qui est basé quand même sur des ordinateurs, des réseaux et de l'électricité est un bon investissement? Et en fait, moi-même, je n'arrête pas de dire aux gens, l'effondrement économique, ça ne veut pas dire qu'on va être dans Mad Max demain matin. Ça veut dire, regardez ce qui est arrivé en l'Allemagne de Weimar, regardez ce qui est arrivé en l'Argentine. Ok, c'est terrible, c'est grave. Même la Syrie aujourd'hui, c'est-à-dire quand il y a des guerres comme ça, une guerre civile, il y a des fortes chances que, par exemple, des pays comme la France soient ravagés par des guerres civiles dans la prochaine décennie. C'est tout à fait envisageable. Enfin, je me disais,
même ça, c'est pas Mad Max. C'est quand même une situation où des gens vont devoir bouger, quitter une ville, aller à un autre endroit. Et c'est vrai que moi qui ai toujours pensé, et je pense toujours que l'or et l'argent physique sont des bons investissements, celui qui a une fortune moyenne ou à grande, sans aller dans des très grandes, bah, celui qui doit trimballer 3 ou 4 kilos d'or, par exemple, c'est déjà un gros problème. Ne serait-ce que 3 ou 4 kilos. Parce que c'est encombrant, c'est lourd, c'est des poids conséquents. Et puis, c'est pas facile à se procurer. Il y a toute Il y une a la- complexité. il y a l'aspect de ta sécurité physique aussi. Oui, Ça, c'est un autre point hein, qui est quand même relativement important. tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, sur une clé USB, on peut quand même trimballer. Alors, à vous de voir où vous la mettez, la clé USB. Mais enfin, la clé USB peut permettre de transporter quand même pas mal de valeurs d'un endroit à l'autre. Et le monde n'est certainement pas, ne s'effondre pas d'une manière uniforme partout. Il y a des pays qui sont beaucoup plus résilients et qui vont continuer pendant, même dans le pire des scénarios, même en cas de guerre nucléaire globale, il y a des pays qui continueront parce qu'ils ne seront pas touchés, parce que personne n'a envie d'envoyer des bombes sur le Burundi ou sur l'Argentine. Mais enfin, il y a toujours des pays qui auront des réseaux, etc. Donc on peut imaginer de pouvoir se déplacer, etc. Il y a toute une problématique qui va avec ça. Mais enfin, tout d'un coup, je me suis dit, au fond, mes deux remarques qui étaient en fait, qui me rendaient la chose pas attrayante, en fait, elles sont levées. Ces deux barrières qui, dans ma tête, se sont envolées. Donc, je commence à m'intéresser. Alors après, comme dans tous les investissements, il faut faire attention aux bulles, il faut faire attention aux excès de greed, de celui qui dit je vais acheter parce que je veux que le prix monte. Parfois, des gens me disaient mais tu m'avais dit d'acheter de l'or et l'or n'est pas monté. Et je dis mais il faut pas acheter pour monter, faut acheter de l'or pour avoir de l'or et tu le gardes pour transporter cette valeur dans le futur. Et peut-être que cette valeur, elle sera conservée, peut-être qu'elle va avoir une valeur accrue ou peut-être qu'elle va être diminuée. Mais c'est pas tellement ça la question. Je pense que vous le savez mieux que moi, si on investit avec une forme de greed, une forme de rapacité, et que si on a peur de trop perdre et qu'on a envie de trop gagner, c'est souvent quelque chose qui nous pousse à faire des erreurs, à rester trop tard dans une bulle, à rentrer trop tard et donc finalement il laisser sa chemise. Mais enfin, vous savez ça mieux que moi. Puis tu vois, hein, il y a toujours le conditionnement mental où les gens achètent des matières précieuses ou ils achètent évidemment un bien immobilier puis ils essaient de calculer leurs gains ou leurs pertes en dollars papier imprimés de toutes pièces. Puis souvent les gens, ça amène encore une fois un capital émotionnel hyper négatif où là les gens se sentent absolument frustrés, révoltés parce que puis en fait, ils ont encore la même once d'argent dans les mains, ils ont encore la même once d'or, et c'est une assurance contre l'endettement global. C'est tout ce que c'est. Et la réalité, elle est là. Et il ne faut pas perdre de vue, encore une fois, là, question pour le bénéfice des gens qui nous regardent, regardez ce qui se produit dans des pays voisins aux vôtres. L'Argentine, le Venezuela. Qui aurait pensé, Pierrot, honnêtement, il y a 5 ans, où on voit le Venezuela, bon, on savait que le socialisme était pour l'emporter, mais la réalité, c'est que ça reste que c'est un pays économiquement très puissant, avec les réserves de pétrole qu'il possède. Un pays riche. Très riche. On le sait que le pétrole est une ressource qui est hyper importante en voie de disparition, et malgré tout, ils ont foutu le bordel. Et les gens qui s'en sortent, ce sont eux qui avaient de l'or et de l'argent avant la dévaluation et l'hyperinflation de leurs devises. Et maintenant, aujourd'hui, ben, il y a évidemment un attrait vers les devises digitales pour les mêmes raisons. Ouais, c'est intéressant d'observer le fait qu'au Venezuela, justement, les gens payent leur café et puis ils vont au Subway et ils payent en Dash, en crypto-devise Dash, parce qu'effectivement, les commerciaux de Dash sont très actifs au Venezuela actuellement et qu'il y a beaucoup de points de vente en fait qui ont transformé leur encaissement. En fait, ils n'encaissent plus de carte de crédit car tout est bloqué. Par contre, le Dash est toujours présent. Un très, très bon use case. Lorsque la mauvaise monnaie chasse la bonne, les personnes avisées, elles migrent leurs biens, leurs actifs disponibles, leurs actifs liquides sur des monnaies qui ne sont pas touchées. Et c'est vieux comme le monde. Et je pense que c'est vrai que cette technologie-là aujourd'hui, mais par exemple, par parenthèse, je connais quelqu'un qui fait des deals pour un peu cette raison-là.
mais qui travaillent sur les cartes de collection, des cartes il y a tout un marché de gens de cartes à figurines, etc. Et je suis impressionné par les sommes que certaines personnes investissent en cartes à jouer afin de les transporter d'un pays à l'autre d'une manière extrêmement discrète. Les douaniers ne voient rien du tout, ils ouvrent la valise, ils voient pas, parce que c'est des cartes grandes comme ça qui valent $10 000, $15 000. Alors, ça paraît délirant, mais ça existe. Donc, l'être humain va chercher, les gens qui sont intelligents et malins, ils vont chercher le moyen de fuir les conneries de la gestion débile étatique, généralement, qui finit toujours par promettre trop et donc devoir créer la monnaie ex nihilo pour pouvoir remplir les promesses et donc finir généralement dans un désastre financier ou économique. Et c'est toujours les nigauds, les pauvres et les gens qui ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont pas le temps ou qui se font avoir. Donc, nous, notre travail, chacun dans notre domaine, sans vouloir faire le justicier parce que c'est Robin des Bois, mais notre travail, c'est aussi par devoir d'essayer d'expliquer au plus grand nombre que pour ne pas se faire avoir, il faut être conscient de ce qui se passe. Et être conscient, ça veut dire réfléchir à aussi les alternatives physiques, monétaires, économiques, même évidemment éventuellement déménager, de quitter son pays si ce pays devient ravagé ou s'il part complètement dans des logiques de gestion qui sont absurdes. Après tout, beaucoup de Russes, les Russes qui ont quitté la Russie en 1917 pour fuir l'arrivée des bolcheviks, sont assez bien sortis dans les autres pays. Ceux qui sont restés, ils ont dû passer entre les gouttes de quelque chose comme 20% du pays qui a été exterminé. Pareil, les Juifs en Allemagne dans les années 30, ceux qui sont partis, ils ont eu la belle vie à New York ou à Hollywood. Ceux qui sont restés, ils en ont bavé, quoi. Donc, c'est parfois, il y a ces choix et c'est pour ça que je suis d'accord, c'est que nous vivons une époque, surtout en ce moment où nous sommes tout en haut d'une longue phase, en tout cas en bourse, de progression économique. On a 10 ans sans crise, sans crash, ce qui est long, ce qui est statistiquement long. Aujourd'hui, c'est le moment pour ceux qui sont intéressés au survivalisme, c'est-à-dire à l'autonomie, l'indépendance et à la liberté, d'aussi s'intéresser à des gens qui sont des spécialistes comme vous, qui s'intéressent finalement à la même chose, mais d'un point de vue des actifs financiers et liquides que l'on a, parce que non seulement on peut préserver nos capitaux, mais peut-être on peut même les accroître, ce qui nous donne du plus de pouvoir d'achat dans des périodes de crise. Et d'ailleurs, soyons altruistes pour une fois, c'est pas trop mon genre, mais si on est bien parce qu'on s'est bien protégé lors d'une crise, peut-être qu'on est en meilleure position pour aider nos amis, nos familles, qui eux peut-être se sont fait lessiver, parce que si tout le monde se fait lessiver, on peut aider personne. Puis on perd notre capital, justement, social. Et, on a oublié de parler de ça, c'est le plus important. Puis tu vois, regarde, je veux revenir sur un petit point. Puis merci de ton temps encore une fois, Pierrot, là, parce que tu es très généreux actuellement de ton temps. D'ailleurs, moi. Il y a un petit point ici qui est très pertinent parce que on enseigne beaucoup, on parle beaucoup, hein, Éric et moi, dans les vidéos et surtout depuis plusieurs années, de la valeur perçue. Puis tu parlais justement des cartes à jouer ou quoi que ce soit. C'est pas... Souvent, les gens disent, ouais, mais qui dit qu'il y aura de l'adoption de cette nouvelle technologie-là qu'on appelle la blockchain? Est-ce que ça va se produire ou non? C'est pas ça l'important. Il faut regarder, évidemment, les tendances. Et s'il y a des gens qui croient et qui ne sont pas les seuls à ce qu'il y a une valeur dans ces cartes à jouer-là parce qu'il y a un effet de rareté, parce qu'il y en a très peu en circulation et qu'il y a un aspect de collection en arrière de ça, ben, tant mieux pour eux s'ils réussissent à faire, encore une fois, faire profiter leurs actifs à ce niveau-là. Il faut comprendre qu'il y a des gens partout sur la planète qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes valeurs perçues, parce que c'est le mot sur lequel je veux mettre l'emphase ici. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la vérité absolue, mais si entre eux, ils sont prêts à échanger une valeur par rapport à un bien matériel, à même titre que ça peut être une carte, ben, tant mieux si ça fonctionne.
Ce qui, moi, m'attriste le plus, c'est que quand j'étais jeune, ces cartes-là, je les foutais dans ma roue de vélo pour faire du bruit. Puis, puis nous qui êtes fanatiques de hockey, comme tu le sais, j'ai probablement mis la carte de Wayne Gretzky qui vaut 500 $ canadiens aujourd'hui. Oui, mais tu t'es bien amusé en même temps, donc c'est cool. Ouais, puis on achetait les paquets pour la gomme qui était absolument dégueulasse à l'intérieur, mais on... Cela dit, écoute, en terminant, tu voulais mettre un point sur le capital social. Pierrot, je te laisse la parole. On va y aller, mais effectivement, on a tourné, bien enfin, on a oublié ce point, mais c'est un point important. C'est que dans mes livres, j'explique comment on peut devenir autonome ou tendre vers l'autonomie et donc vers la liberté avec 7 éléments principaux. Il y a 7 éléments fondamentaux qui nous permettent de développer notre autonomie et notre liberté. Donc de survivre en cas de coup dur, etc. Et le 7e, qui est probablement le plus important, c'est le lien social. C'est-à-dire que nous, tout seuls, nous sommes des animaux sociaux. On s'est développé dans des petits groupes, on a besoin des gens autour de nous, on a besoin de nos familles, on a besoin de nos amis, on a besoin de se sentir lié à des gens autour de nous. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que le monde moderne nous a ôté, nous a enlevé. Parce que l'urbanisation, le confort font que on a moins, et puis l'état social, l'état nounou, font qu'on a moins besoin des autres. Donc parce que tout nous est amené facilement, etc. Or, en cas de difficulté, on ne peut compter que sur les gens avec qui on a un lien fort, avec qui on a des liens pendant longtemps d'échange de gentillesse, d'échange de services, d'échange de biens. Ça va de 2 minutes. Et donc, lorsque je fais des... et donc, ces échanges sont importants pour créer ce lien, pour créer des relations qui vont être durables dans un temps difficile. Et donc, lorsque nous allons dans des périodes de crise, et même s'il n'y a pas de crise, c'est beaucoup mieux d'avoir construit au fil des années des rapports qui sont humains, qui sont sains, qui sont sincères, qui sont réalistes. Ça ne veut pas dire forcément altruiste, parce que l'altruisme, c'est un échange. On fait des cadeaux, on en reçoit aussi. On aide quelqu'un, on va se faire aider. Et donc tout ça, c'est très, très important de le développer. Et donc, il faut aller contre cette tendance du monde moderne qui fait qu'on oublie tout ça. Écoute, en terminant, Pierrot, tu vois, sur une note plus personnelle, c'est probablement du côté justement de la gestion de tout ça qui pour moi est un peu plus difficile parce que étant contrarien de nature, puis étant contre les tendances, la réalité c'est que quand je vois des gens qui sont, en ce que je considère des gens qui sont dans la même direction que moi, qui veulent aller de l'avant, qui sont conscients de la situation actuelle, qui vivent de leur gros bon sens pour prendre évidemment des décisions importantes pour le futur. Quand je les vois entre eux s'entrechoquer dans les réseaux sociaux, argumenter, de s'envoyer promener pour rester poli, alors que théoriquement, on devrait tous travailler main dans la main justement pour aller dans la même direction. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de voir qu'il faut demeurer focusé sur nos objectifs, travailler collectivement ensemble parce qu'on va avoir besoin de chacun d'entre nous. On ne sait pas quand. Tu vois, je suis à peu près dans la même optique que toi, 2020 possiblement. On a vu à quel point les élites, puis le système central a la capacité de repousser les problèmes à des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on avait prévu au départ. Oui, on a généralement une crise financière. En moyenne, aux 7 ans, on est rendu à 10. Combien de temps ça va durer, on ne le sait pas, mais chose certaine, il faut demeurer, malgré la peur, on en a discuté, il faut demeurer concentré à vouloir élaborer une belle collectivité pour s'entraider entre nous, parce que sinon, l'avenir va être encore plus difficile qu'il se doit d'être. Tout à fait. Éric, écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces belles paroles ou je deviens évidemment le... La collectivité est blonde à forte poitrine, c'est mieux. Ouais, je vais clôturer puis je vais boucler la boucle. Je pense que c'est pas mal. Quand on parle de peur, comme l'évoque Pierrot, en fait, la peur, c'est l'inverse de l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour entre les gens sont dans la peur. Par conséquent, ils sont vulnérables. Ça devient des robots. Ils n'ont par conséquent ni liberté ni souveraineté. Donc, soyez dans l'amour. C'est la solution. J'en vois pas d'autres non plus. Cela dit,
Pierrot, écoute, merci de ton temps. Ça a été drôlement pertinent. Puis encore une fois, je pense qu'on a vraiment une belle synergie. Tu vois, on avait prévu environ une trentaine de minutes max. Puis on a tellement de choses à exprimer j'ai pas l'heure avec moi, mais chose certaine, ça a été beaucoup plus long que prévu. Une heure, Puis, on a fait une heure. ouais, puis tu vois, comme on dit chez nous, hein, c'est qu'on voit pas le temps passer quand on est en bonne compagnie. Puis encore une fois, je pense que l'adage est très vrai aujourd'hui. Merci encore une fois. Tiens-nous au courant hein, de ton développement bouquin puis tout ça. On va rester en contact parce que Je pense qu'il faut encore une année pour le terminer, mais voilà, on verra. Ben cool, un gros merci. Écoute, merci pour tes lumières, Éric, de ton côté face aux nouvelles technologies. J'aimerais en terminant, si vous me le permettez bien, de vous annoncer que non seulement on a eu une très belle entrevue aujourd'hui, mais Éric nous prépare aussi, et moi, une entrevue avec Tomer Sorensen que je vous invite à ne pas manquer. On va avoir quelqu'un de très haut niveau avec nous pour parler justement des nouvelles technologies à venir. Ça va être dans le courant des prochains jours. Ne manquez pas cette opportunité-là. Vous allez avoir l'occasion de grandir et d'apprendre des nouvelles choses avec Tomer. Un grand merci, Pierrot, encore une fois. Salut tout le monde. À bientôt. Bye bye.